On a monté cette petite école de surf familiale et éco-responsable il y a maintenant 4 ans. En fait, on fait des cours, on fait des initiations pour les personnes qui n'ont jamais surfé. Et on a aussi un club à l'année de avril à décembre où on fait un entraînement par semaine. Et après, on a aussi une partie sensibilisation à l'environnement. Ça consiste tout simplement quand chaque élève part en cours, que ce soit du club ou l'école de surf, peu importe. Quand on a fini son cours, le but est de récupérer minimum un déchet qu'on trouve sur la plage, au minimum. Puis multiplié par le nombre de cours, le nombre d'élèves, ça clean un petit peu la plage, en plus des ramassages groupés qu'on fait après. Suite à certains ramassages, on fait des œuvres en fait, participatives et voilà, qu'on expose ici à l'école. Le système d'un élève un déchet, et ça fonctionne assez bien puisque les poubelles sont remplies chaque jour. Ce concept-là, du coup, on va tout le monde remonter avec son déchet. C'est beau à voir. Transmettre le partage de leur passion qu'ils veulent transmettre à leurs élèves est quand même assez exceptionnel et du coup on s'y accroche assez vite. Ce qui m'a le plus étonné finalement, c'est qu'à la fin de chaque cours, un déchet, un élève, c'est un peu leur slogan qui promulgue à chaque fois qu'ils se présentent. Et donc oui, c'était assez étonnant, sachant qu'ici on a une plage sauvage. C'est ce qui m'a le plus marqué, au-delà du fait que la planche, la combi, le surf, les vagues... Bien sûr de s'améliorer par rapport à ça. Et cette année, ça a été surtout au niveau du matériel. On s'est dit comment, à travers notre matériel, on peut être plus responsable. Donc on a décidé de travailler avec de nouvelles marques françaises qui, eux, sont très engagées écologiquement. Sachant que c'est vrai que les produits venant de l'industrie du surf sont durs quand même répondent pas trop aux critères éco-responsables. On a aussi construit un petit rack à vélo juste à côté de l'école pour encourager les clients à venir à vélo. On essaye de faire de notre mieux en tout cas. Pour aller surfer, chercher la meilleure vague, peut-être faire du covoiturage. C'est possible aussi. Oui, aller à vélo bien sûr. Ouais. Et le but aussi, c'est chaque année de financer un projet avec le club. Et donc par exemple l'année dernière, on a fait une reforestation avec l'ONF au Verdon. L'année d'avant, on a amené toutes les familles du club en surf trip. Donc pour beaucoup, c'était leur premier surf trip et le but, c'était d'aller dans un centre éco-responsable. On a fait un ramassage de déchets dans la ville dans laquelle on était et on a aussi surfé. Donc voilà, le but, c'est de financer tous ces surf trips et aussi apporter un petit plus pour les personnes qui commencent à surfer avec nous, leur montrer qu'on peut voyager sans forcément prendre l'avion, aller à l'autre bout de la planète, mais profiter des vagues françaises et en agissant et en étant respectueux des endroits où on va voyager. Il y a très longtemps, quand il était petit, ici, cette digue-là, la mer venait taper dessus et ils ont construit des systèmes d'épis et de bacs de rétention de sable et on voit que la sédimentation, ça a bien fonctionné ici parce que maintenant vous avez presque plus de 150 mètres, 200 mètres, vous avez énormément de sable et c'est très impressionnant. Il faut se dire qu'ici, il y a 60 ans ou 50 ans, la mer était ici. Là, on était... Là, c'est une digue qui fait 2 km de long. Le CPIE Médoc est une association de protection de l'environnement. Du coup, on a été labellisé CPIE en 2013. Et l'association, du coup, s'appelle Kuruma. On s'est fondé en fait en 1993 pour réhabiliter du coup tous les marais qui sont autour de nous, vu que c'est des marais qui avaient été abandonnés. Et on a commencé à travailler tout d'abord dans de l'aquaculture. Et au fur et à mesure, on est devenu gestionnaire des sites naturels qui appartiennent au Grand Port Maritime de Bordeaux et au Conservatoire du Littoral, pour ensuite travailler sur toutes les zones humides de la pointe du Médoc. Les lichens, c'est des bioindicateurs sur la qualité de l'air. Vous devez connaître les lichens qui poussent sur les arbres. On en voit juste au-dessus, là, vous voyez, sur le bout des branches. Et plus vous avez des lichens qui sont filamenteux et longs, arborés, comme vous pouvez voir dans les forêts de Louisiane, là où c'est carrément des branches de 1 mètre, là, l'air est de bonne qualité. Le lichen ne peut pas pousser si l'air n'est pas de bonne qualité. Donc, quand on fait des balades nature, notre priorité, en fait, c'est de présenter les sites naturels aux visiteurs qui viennent, que ce soit des locaux ou des gens qui viennent d'ailleurs. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont nous des milieux naturels qui nous sont chers. Et apprendre à connaître la nature, c'est permettre de mieux la préserver, de mieux la conserver. Et comme on travaille sur des grands espaces naturels, on travaille sur plus de 1000 hectares, on se doit aussi de rendre ce patrimoine naturel commun aux gens. Donc d'expliquer ce qu'on fait et de faire de la pédagogie pour essayer qu'on aille tous ensemble dans le même sens. Ah oui, celle-là, oui, celle-là. Vous laissez chercher, il y en a partout autour. Non, ce n'est pas de l'armoise. Ici, regardez le bouton. J'essaie de voir. Ah oui, c'est la jaune. Là. La sensibilisation à l'environnement permet vraiment en fait, d'interpeller les gens sur des sujets qui sont prégnants, par exemple la gestion de l'eau, le cycle de l'eau, le réchauffement climatique,
mais en leur montrant des choses qui sont concrètes. Et souvent parler d'anecdotes, des plantes en fait qu'on a l'impression qu'ils sont communes, ça permet de faire prendre conscience beaucoup de choses et surtout qu'on peut tous agir à notre échelle pour le bien commun. Vous êtes mis dans un endroit qui est particulier, du coup ça c'est du jonc en fait. Ah oui, le jonc, voilà, ça fait marrer. C'est le jonc, ouais, c'est le jonc aigu. Alors le château Micallé, c'est une propriété qui est ancienne, qui est répertoriée d'ailleurs depuis le 19e siècle, que mon père a repris en 1970, qui au départ était localisé sur la commune de Lamarque, avec une extension sur la commune de Cussac. On a toujours été un peu à mi-chemin, on est passé en bio officiellement en 2004, mais auparavant en fait on n'a jamais désherbé chimiquement nos vignes, donc on a toujours continué les labours, les façons culturales, la pratique de la jachère, sur 7 ans il y a quelques années, maintenant on est sur 5 ans, c'est de proposer un vin issu de nos raisins, puisqu'on est des producteurs de fruits avant tout. Et le petit verre d'eau, c'est un peu notre cépage emblématique, puisqu'on souhaite arriver à un tiers d'encépagement, parce que c'est un cépage tardif, c'est un cépage qui est résistant au milieu naturellement et qui donne de très bons résultats qualitatifs sur nos sols sablo-graveleux. Donc c'est aussi notre réponse au changement climatique en cours, de privilégier le petit verre d'eau et aussi le Cabernet Sauvignon, même si sur le Cabernet Sauvignon on a d'autres problèmes de maladies de bois qui là par contre n'ont pas de solution encore immédiate. Le château Micallé c'est à peine 10 hectares. Et on fait de l'accueil ici depuis 1986, qui a été renforcé en particulier par la création d'un écogîte à l'étage de la maison familiale. Ce que l'on a fait, c'est une maison ancienne en pierre de taille, donc l'idée première c'était de respecter d'abord le patrimoine, donc de mettre en œuvre des solutions avec des matériaux traditionnels, des matériaux écologiques, d'ajouter des panneaux solaires pour l'eau chaude aussi, puisque en plus on a un toit en ardoise, donc c'est plutôt facilitant avec de belles pentes côté sud, mais c'est aussi tout le volet entretien du gîte avec les éco-produits, enfin tous labellisés NF Environnement ou avec le label, la certification européenne, donc des produits éco-responsables pour tous ces aspects-là. Y compris aussi c'est l'attention que l'on apporte sur tout ce que l'on achète. Donc c'est dans une exploitation aussi en agriculture biologique, donc ça nous permet aussi d'expliquer systématiquement les gens qui viennent au gîte, on leur propose une visite de l'exploitation, déchets, et on leur explique effectivement ce qui nous différencie, en quoi consiste le travail d'un vigneron bio aujourd'hui en Médoc. Parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte aussi, le passage en bio, on a eu des années aussi relativement compliquées parce qu'on a un encépagement en merlot très important sur la propriété. Il faut que l'on arrive à le réduire parce que les années où on n'arrive pas à maîtriser le milieu, on peut perdre quand même beaucoup de récoltes. Voilà. Et après, les pertes de récolte ne sont jamais répercutées sur le prix de vente, donc on sait que c'est des pertes sèches. Faut faire des choix, parce que l'idée c'est aussi, que l'entreprise soit durable. Alors les visiteurs qui viennent ici, ils viennent parce que nous sommes en bio. Et parce qu'ils ont du mal d'ailleurs à trouver des propriétés en bio, en viticulture, qui soient ouvertes au public, accessibles ou au moins fortement repérables. Parce qu'on est effectivement sur la route des châteaux. Sur la route des châteaux, on ne voit pas forcément énormément de panneaux à agriculture biologique, ou pas encore, ça commence à venir. Donc la première motivation des gens quand ils viennent ici, c'est le bio. Et puis aussi parce qu'ils ont besoin de voir une viticulture à taille humaine. Ils recherchent ça, ils recherchent quelque part une rencontre qui puisse parler effectivement avec des gens du pays et qui puissent échanger. On essaye de leur montrer quelques spécificités, on s'adapte aussi à leurs demandes. C'est essentiellement la visite des chais ici et la dégustation. Et ils sont d'ailleurs souvent surpris parce que tout est gratuit. Mais bon, ça fait partie aussi de la proposition que l'on souhaite partager avec le plus grand nombre. Il y avait une route des vins bio qui avait été menée par les vignerons bio d'Aquitaine. Il y avait quelques propriétés sur le Médoc. Mais après, c'est vrai que ça peut valoir le coup de s'inscrire dans un ensemble plus vaste
sur la presqu'île, d'autant plus depuis la création du parc naturel régional. En pleine nature, donc en plein cœur du parc naturel régional. On aime bien aussi ce site parce qu'il a des différents paysages qui représentent bien les paysages du Médoc. Au tout départ avec Mathieu, on avait lancé ce projet, on avait commencé à rencontrer beaucoup d'associations et des collectivités et on a cherché un lieu. Donc c'était pas forcément l'étape la plus simple, on avait envisagé différents territoires et c'est au fil des rencontres, la région qui nous a dit allez voir du côté du Médoc parce qu'il y a le parc naturel qui est créé, il y a une belle dynamique qui se met en place. C'est tout un ensemble de personnes qui nous ont amenés jusqu'à ce terrain, jusqu'à la commune de Listrac-Médoc qui nous a accueillis, qui avait des visions assez proches d'Eco, qui était en train de faire l'acquisition de ce terrain, une trentaine d'hectares. Et on a discuté ensemble, nos idées matchaient bien, donc on s'est dit allez, on se lance ici sur ce territoire-là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, nous, un lieu d'expérimentation écologique et sociale. C'est un peu un mot barbare, dit comme ça. Mais pour expliquer, c'est un lieu qu'on a voulu créer pour permettre aux gens de venir tester ou expérimenter tous ces concepts dont on entend parler aujourd'hui, qui parlent de transition écologique. C'est pour nous une vitrine de ce qu'on appelle l'innovation durable. On essaie de rencontrer un maximum de partenaires qui portent des démarches écologiques et sociales et qu'on va essayer d'impliquer à tous les aspects. Donc ça va être la construction du lieu, ça peut être sur l'énergie, l'assainissement, mais aussi au niveau des fournitures. Concrètement, sur le lieu, on va avoir une dizaine d'éco-habitats qui seront tous des concepts différents, qui vont porter des questions différentes sur l'habitat en général. On va les proposer à la location, donc on aura une activité de tourisme sur le lieu d'éco, et au centre d'éco, donc il y aura cette bâtisse qui est derrière moi qui va être rénovée de manière écologique et qui, elle, va être le centre, le lieu de vie. Elle va associer à la fois l'accueil touristique et à la fois la notion de lieu de vie. Donc là, il y aura une salle de conférence, une salle qui sera aussi dédiée aux animations, il y aura une guinguette qui sera ouverte à tous. Je vais quand même dire qu'il y a la mairie qui est assez impliquée, hein, donc on a quand même des réunions très très régulières et qui veut porter un projet culturel sur le lieu, j'en parle pas beaucoup aujourd'hui. ECO, c'est un projet qui a 4 ans, un projet qui a énormément évolué, donc c'est un projet qui se développe au gré des rencontres aussi. Donc au gré des rencontres des partenaires, on essaye aussi d'impliquer au maximum les institutions et les habitants. 4 ans pour établir un concept, rencontrer énormément de partenaires, on en a encore beaucoup à rencontrer. Justement créer ces liens avec la commune de Listrac, imaginer ensemble justement un projet, une architecture. J'habite dans le Médoc. Ce qui m'a motivée pour ECO, c'est que de mon côté, j'avais déjà commencé à une certaine démarche depuis un bon moment sur voilà, des divers plans. Mais du coup, j'arrivais un petit peu au bout toute seule comme ça et j'avais envie de participer à quelque chose avec d'autres personnes et puis de concrétiser ce que je faisais chez moi, dans mon coin, on va dire, toute seule. Mais voilà, j'avais envie d'aller plus loin et de m'impliquer plus durablement. Camping Le Royannais, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis cycliste sur la Vélodyssée. Oui, il y a de la place, on vous attend. Il y a de la place. Vous êtes loin de la Vélodyssée? À 200 mètres, l'accueil. Ici, c'est l'espace détente. Il y a l'épicerie alimentation. On a une épicerie bio. Le camping Le Royannais est un camping qui existe depuis 1967. Moi, je l'ai repris en 1982. Depuis toujours, bon, j'avais un côté nature très prononcé et de plus en plus j'ai voulu l'introduire dans la gestion de mon camping. Donc j'ai cherché tous les ans à faire des choses qui pouvaient améliorer l'environnement dans mon secteur. L'existence d'un club qui s'appelle le Club du 1% pour la planète, que j'ai rejoint l'année suivante. Et j'ai fait rentrer l'association Survival pour pouvoir continuer à leur donner. Donc ce club impose aux entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires pour des associations qui ont une utilité écologique. Donc ça m'allait très bien et tous les ans je choisis à quelle
association, je donne. Ah tu vois, ouais, c'est ça que je te disais, regarde le gaspillage d'eau, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Sur une journée, on avait eu une hyperconsommation de 22 mètres cubes. Et ça m'a amené à réfléchir l'année prochaine à faire un pédiluve ici qui récupère cette eau, tu vois. Une année, justement, où je cherchais ce que je pouvais rajouter. J'ai eu envie, l'année passée, on avait eu des cyclistes qui étaient arrivés et ils étaient catastrophés parce que ça faisait 3 jours qu'ils prenaient la flotte, ils n'arrivaient pas à sécher. Alors on s'est dit qu'on allait leur faire une petite cabane pour qu'ils puissent se reposer au sec. Donc on a fait une petite cabane avec une table dessous où ils puissent manger à l'abri. Ils peuvent laisser leur vélo, tu vois, dessous également, et ils dorment à 3 en haut. Et là on a en projet, tu vois, d'installer un complémentaire solaire sur ce sanitaire pour alimenter l'eau chaude. Comme on est protégé des arbres, on a difficulté à mettre autre chose que du photovoltaïque. L'éolien passe pas, les arbres nous protègent beaucoup du vent. En vacances depuis 4 ans maintenant il me semble, et on y retourne assez souvent, 1 fois, 2 fois par an. Ce qu'on aime, c'est avant tout le cadre de vie ici. Le camping est plutôt dans une éthique qu'on aime nous, c'est une éthique écologique. Voilà. Et on trouve que c'est assez respecté, c'est pas juste une annonce. On n'est pas juste dans les mots, on vit vraiment ici bien. Voilà, et on a noué une petite relation sympathique avec le propriétaire, du coup il nous connaît un petit peu, c'est une relation humaine. Et ce qu'on aime aussi beaucoup du coup dans ce camping, c'est le côté gestion des déchets verts. Du coup il nous fournit une poubelle verte, on peut lui ramener tous les déchets verts, lui il fait son compost, son tri, c'est super bien. J'ai eu envie de participer en demandant à mes clients de composter, donc en leur fournissant des bioseaux et en traitant une partie de plus en plus importante des déchets organiques. J'ai voulu étendre ce processus à mon secteur en créant l'association Ascovada, qui est un acronyme pour association pour la collecte et la valorisation des déchets alimentaires. Je vais vous amener à la ferme Saint-Nicolas, qui est un écosite où ils récupèrent des animaux en perdition. Et ils font également de la permaculture, et donc ils m'ont permis d'héberger mes bacs de compost pour l'association Ascovada. On les vide tous les jours. On retire tout ce qui est à mettre à la poubelle. Bon, ça c'est du papier, c'est pas grave. C'est surtout ça qu'on doit retirer. Ça, ce sont les rince-doigts. Alors, il faut comprendre que ça n'a rien de comparable avec le compost que vous pouvez faire à la maison. Ça, c'est du compost de professionnels. Il y a beaucoup de production de restaurants. Donc c'est dans des quantités à la fois viande et poisson qui sont bien supérieures à ce que les particuliers ont chez eux. On garde 24 mois avant de pouvoir planter des plantes comestibles. Mais on peut s'en servir au bout de 18 mois pour planter de la végétation, arbustes, lives. Camping Le Royannais, bonjour. En fait, mettre en avant au maximum les structures ou les producteurs qui vraiment font en sorte d'avoir un geste écologique au quotidien et voilà, plus orienter en fait ces loisirs, vers des loisirs, s'orienter vers des loisirs qui polluent pas, qui sont respectueux de l'environnement, voilà. Chambouler un peu les gens qui viennent découvrir le Médoc. Alors je pense que la destination Médoc durable existe déjà, sauf qu'elle n'est pas reconnue ou elle n'est pas organisée. C'est plus ça, je pense qu'il y a plusieurs points forts qui existent dans tous les domaines et sur l'ensemble de la presqu'île, et que finalement aujourd'hui, alors bien sûr un tourisme durable, c'est un tourisme qui n'impacte pas les milieux, qui justement va à la rencontre aussi des habitants, qui respecte finalement aussi la culture locale ou les cultures locales.
Donc c'est un peu une immersion finalement dans un territoire et on n'est pas effectivement sur des projets un peu tape à l'œil ou qui touristiquement pourraient être très bien en Médoc ou dans d'autres endroits du globe. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est pas un tourisme durable entre guillemets. Je pense qu'on a tous les ingrédients en Médoc, mais il faut les organiser et les valoriser. Un modèle de tourisme durable, ça implique de travailler vraiment sur ces trois aspects que sont économique, écologique et social. Ces trois aspects-là qui ne sont pas forcément simples. On a eu beaucoup de freins, nous, à la création d'éco. Des freins qui sont parfois juridiques ou législatifs. Comment créer un lieu de tourisme dans un lieu naturel sans l'impacter? Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer la réutilisation de l'eau sur ces terrains de camping? Un des autres aspects, c'est le développement de la mobilité douce. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui dans le Médoc. On le sent là-dessus, on aimerait bien, on essaye de réfléchir à comment proposer des chemins qui ne soient pas dangereux aux personnes qui ont envie de venir à vélo, comment trouver des partenariats avec des recycleries ou des personnes qui vont nous proposer des vélos à différents endroits pour permettre aux gens d'arriver de différents lieux. C'est des problématiques. Bon, je suis persuadé que ça va se développer dans le temps. Notre avenir pour le Médoc, surtout d'un point de vue touristique, ce qu'on aimerait bien, c'est déjà avoir une valorisation des milieux naturels et pas que du littoral. Que le côté esturarien, qui est quand même assez extraordinaire, soit développé, et surtout qu'on ait une question de mobilité douce à l'échelle d'une communauté de communes et pas que d'une commune. Essayer de faire du lien entre tous ces milieux naturels et pas de les traiter individuellement.